Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur et Cédric Caillot. Début avril, nous avons assisté à une étape importante de la course à la Lune que se livrent les Américains et les Chinois, le premier vol habité du programme Artemis. Durant 9 jours, l'équipage de la mission Artemis 2 a testé à fond la capsule Orion, tout en contournant la Lune, et je pense que tu as suivi cela de très près, mon cher Claude. Absolument, ça a été vraiment intéressant. D'ailleurs, on va décrire en détail la mission Artemis 2 dans le prochain balado. Cette fois-ci, on va un peu parler des préludes de ce qui s'est passé avant la mission. Donc, effectivement, entre-temps, il y a eu différents événements notables qui sont survenus, à commencer par une révision en profondeur du programme Artemis, ainsi que l'annonce d'importantes coupures budgétaires à la NASA. Tandis que de son côté, le Starship d'Elon Musk connaît de nouveaux retards assez importants. Et pour combler le tout, vous avez peut-être remarqué que durant la mission Artemis 2, Donald Trump a tout fait pour essayer d'éclipser ce beau moment planétaire. En fait, le moins que l'on peut dire, c'est que nous traversons en ce moment une période assez tumultueuse et assez beaucoup d'incertitudes aussi, et ça autant sur Terre que dans l'espace, comme nous allons le voir ce matin. Effectivement, ces derniers mois, la course a connu son lot d'événements notables, bien que certains soient plutôt passés inaperçus. C'est le cas notamment de la course que se livrent discrètement SpaceX et Blue Origin, car nous ne savons pas encore qui parviendra le premier à fournir à la NASA le véhicule d'alunissage. On se pose aussi beaucoup de questions quant au nouveau scénario et à l'échéancier du programme Artemis qui vise à faire alunir des astronautes en 2028. Mais surtout avant les Chinois. De leur côté, ceux-ci progressent normalement et selon le rythme qu'ils ont eux-mêmes annoncé. Exactement. Donc, le moment est donc venu de faire un deuxième bilan de la course à laquelle nous assistons, en se demandant un peu qui est en avance ou qui paraît l'être. C'est ce qu'on verra au cours du prochain balado et du balado suivant. Décembre 2025, retour vers le futur. Amorçons ce deuxième épisode de la nouvelle course à la Lune par un petit retour en arrière afin de retracer 2 événements d'intérêt survenus juste avant les fêtes de fin d'année et qui sont par conséquent un peu passés inaperçus. En premier lieu, la NASA s'est fait attribuer un nouveau patron, Jared Isaacman. Cette nomination mettait fin à une incroyable saga qui illustre à merveille l'administration chaotique et vraiment intempestive de Donald Trump, comme nous allons le voir. Oui, en effet, un mois à peine après sa réélection, Trump annonce le 4 décembre 2024 qu'il choisit Jared Isaacman pour diriger la NASA. C'est une annonce qui étonne, puisque normalement, ce choix figure très loin dans les préoccupations d'un président élu, occupé à former son cabinet. Lors de sa première présidence, Trump avait mis plus d'1 an, 14 mois, avant de procéder à une telle nomination. Dans ce cas-ci, on se demande si le fait qu'Elon Musk soit dans l'entourage de Trump n'a pas joué un rôle. Isaacman ayant effectué 2 vols dans l'espace à bord d'une capsule Crew Dragon, on l'imagine proche du patron de SpaceX. La question est donc sur toutes les lèvres. Musk cherche-t-il à placer son homme, entre guillemets, à la tête de la NASA, ce qu'Isaacman nie formellement. Mais cette nomination devait d'abord être entérinée par le Sénat, comme toutes celles des membres du cabinet de Trump, ainsi qu'une foule de hauts fonctionnaires, dont ceux qui vont diriger la NASA. Mais bien entendu, comme on peut s'imaginer, pour le Sénat, la nomination de qui dirigera la NASA n'est pas une priorité. Comme tous les autres nominés, Isaacman devait d'abord subir l'épreuve d'une audience auprès du sous-comité sénatorial supervisant la NASA. Bien entendu, il se fait questionner sur ses liens avec Musk. En particulier, on lui demande si, au moment de son entretien d'embauche auprès de Trump, le patron de SpaceX se trouvait dans la pièce. Ce à quoi Isaacman se refuse de répondre. Par contre, le milieu du spatial voit en lui un entrepreneur compétent qui connaît bien le domaine. Quelqu'un de compétent, c'est plutôt chose rare dans l'entourage de Trump.
Toujours est-il que, suivant le processus normal des nominations, le Sénat s'apprêtait au début de juin à le confirmer à la tête de la NASA. Mais voilà que quelques jours seulement avant ce vote de confirmation, Trump retire le nom d'Isaac Mann sans qu'on sache pourquoi. La Maison-Blanche explique simplement qu'il est essentiel que le prochain dirigeant de la NASA soit en parfait accord avec la vision America First du président Trump, sans préciser en quoi Isaac Mann ne s'alignait pas avec les vues de celui-ci. En fait, on apprendra que Trump aurait retiré cette nomination après avoir découvert qu'Isaac Mann aurait fait des dons à d'éminents démocrates. Trump exige une loyauté absolue de ceux et celles qui œuvrent au sein de son administration. Pas l'ombre d'un doute ne sera toléré. Un mois plus tard, le président réitère qu'il aurait été inapproprié qu'Isaac Mann dirige la NASA, compte tenu de ses liens avec Elon Musk et ainsi que ses antécédents de dons politiques. De déclarer Trump, Elon a demandé à l'un de ses amis de diriger la NASA, et bien que je considérais cet ami comme très compétent, j'ai été surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un démocrate convaincu qui n'avait jamais fait de don à un républicain auparavant. J'ai également trouvé inapproprié qu'un ami très proche d'Elon dirige la NASA, alors que cette dernière occupe une place importante dans les affaires d'Elon. Pourtant, 5 mois plus tard, la Maison-Blanche annonce à nouveau la sélection de Jared Isaacman au poste d'administrateur de la NASA. Il s'agit là, notent de nombreux observateurs, d'un nouveau rebondissement dans la saga sans précédent qui entoure la direction de l'agence spatiale. Cette fois, Trump invoque la passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son engagement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à développer la nouvelle économie spatiale. Tout cela, toujours selon Trump, fait de lui le candidat idéal pour mener la NASA vers une nouvelle ère audacieuse. C'est à n'y rien comprendre. Néanmoins, étant donné que le milieu de l'aérospatial juge toujours Isaac Mann éminemment compétent, cette renomination est accueillie avec joie. Début décembre, Isaac Mann subit à nouveau l'épreuve du sous-comité sénatorial. Cette fois, il se refuse à prononcer le mot en C, c'est-à-dire la Chine. Il déclare ainsi « Je sais que personne dans cette salle n'ignore que nous sommes engagés dans une compétition acharnée avec un rival qui a la volonté et les moyens de remettre en question la suprématie américaine dans de multiples domaines, y compris le spatial. » Il promet ensuite que les astronautes américains poseront le pied sur la Lune avant notre grand rival. À nouveau, il réussit cette épreuve, de sorte qu'après un retard de 6 mois, qu'on ne s'explique toujours pas, le 17 décembre, le Sénat entérine sa nomination. Mais Space News, le très réputé site de nouvelles spatiales, rapporte que, entre le 31 mai et le 4 novembre, Isaac Mann a fait 2 dons de $1 million à Mega Inc., un comité d'action politique qui soutient Trump, ainsi que des contributions de plus de 175 000 $ au comité national républicain. Ainsi va la vie politique à l'ère du Trumpisme. Ce 15e administrateur de la NASA s'est engagé à mettre en avant 3 grands objectifs. L'exploration humaine de la Lune, de Mars et de l'espace lointain, le développement d'une économie spatiale plus vaste et la transformation de la NASA en un véritable catalyseur pour les missions scientifiques grâce à des partenariats tissés avec des entreprises commerciales et avec le monde universitaire, et ce, dans le but de réduire les coûts des projets spatiaux. Mais la NASA dont il hérite est très différente de celle qu'il aurait dirigée en juin, puisque près de 4000 employés de celle-ci, soit environ un 5e de ses effectifs, ont été licenciés suite aux coupures sauvages imposées par Elon Musk à la tête du Doge. Nous en parlons dans les balados 155 et 156, l'actualité sur le vif, première et deuxième partie. Néanmoins, dans le monde du spatial, on tente de garder foi en l'avenir. C'est ainsi que la Planetary Society, la grande organisation fondée en 1980 par Carl Sagan, afin de promouvoir l'exploration de l'espace, écrit dans un communiqué « Après près d'1 an de perturbations sans précédent affectant les effectifs, les infrastructures et le budget de l'agence, M. Isaac Mann a l'occasion de stabiliser et redynamiser le programme spatial américain. »
On souligne qu'il prend ses fonctions dans un contexte fort difficile, la NASA subissant d'importantes réductions de ses effectifs ainsi que des coupes budgétaires drastiques. De surcroît, le nouvel administrateur doit composer avec le fait que Trump et le Congrès sont à couteau tiré. Ce dernier rejetant en bloc les coupures budgétaires proposées par le président. C'est ainsi qu'en mai 2025, Trump avait voulu réduire le budget de la NASA à 18 milliards, mais que le Congrès l'a rétabli en janvier 2026 à 25 milliards de dollars. C'est dire que Isaac Mann se trouve coincé entre les deux. Et à peine entre-t-il en fonction que le 18 décembre, le président Trump émet un important énoncé de politique spatiale dans un décret intitulé « Garantir la suprématie spatiale américaine ». Dans ce décret, il déclare « Mon administration axera sa politique spatiale sur les priorités suivantes. Premièrement, devenir le chef de file mondial de l'exploration spatiale et étendre la présence humaine des États-Unis dans l'espace. Notamment en renvoyant des Américains sur la Lune d'ici 2028 via le programme Artemis, afin d'affirmer le leadership américain, de jeter les bases du développement économique sur la Lune, de préparer des vols vers Mars et d'inspirer la prochaine génération d'explorateurs américains. Et aussi en établissant les fondations d'une base lunaire permanente d'ici 2030, afin d'assurer une présence américaine dans l'espace et de permettre les prochaines étapes de l'exploration de Mars. Deuxièmement, garantir et défendre les intérêts essentiels à la sécurité nationale et économique des États-Unis, notamment en développant et en démontrant d'ici 2028 des prototypes et des technologies de défense antimissiles, conformément au décret présidentiel du 27 janvier 2025 portant sur le dôme de fer pour l'Amérique, en garantissant la capacité de détecter, de caractériser et de contrer les menaces pesant sur les intérêts spatiaux des États-Unis, y compris le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace, et aussi en renforçant la contribution des alliés et des partenaires à la sécurité spatiale des États-Unis. Ce décret vise aussi à développer une économie spatiale commerciale dynamique grâce à la force de la libre entreprise américaine. Toutefois, comme le font remarquer plusieurs observateurs, ce n'est pas parce que le président décrète que des astronautes fouleront le sol lunaire en 2028 que cela se fera. De même, ce n'est pas en décrétant une coopération avec ses alliés que Trump l'obtiendra. Loin de là, comme on le constate d'ailleurs, comme en témoigne d'ailleurs l'agression israélo-américaine envers l'Iran. Dans les deux cas, il y a loin de la coupe aux lèvres, très, très loin même. La course entre SpaceX et Blue Origin. Au début de l'année, on assiste à une réorganisation assez surprenante des deux firmes qui sont sous contrat de la NASA pour lui fournir le module lunaire du programme Artemis, ce que l'agence spatiale appelle son HLS pour Human Landing System. C'est ainsi que le 30 janvier, Blue Origin annonce la suspension de ses vols touristiques en fusée New Shepard afin de se concentrer sur le développement de son module lunaire Blue Moon. L'entreprise de Jeff Bezos explique laconiquement que cette décision témoigne de l'engagement de Blue Origin envers l'objectif national de retourner sur la Lune et d'y établir une présence permanente et durable. Cette annonce surprend d'autant plus que, seulement 8 jours plus tôt, l'entreprise avait effectué son 17e vol touristique en New Shepard. À cette occasion, Phil Joyce, vice-président en charge de ce programme, déclarait « En ce début d'année, nous demeurons déterminés à offrir des expériences transformatives à nos clients grâce aux capacités et à la fiabilité de nos New Shepard. » 4 mois plus tôt, il avait même indiqué que Blue Origin prévoyait d'augmenter la cadence de ses vols jusqu'à quasiment un lancement par semaine. « La demande est très forte », avait-il déclaré, en ajoutant que « nous enregistrons des ventes de billets chaque semaine, sinon même chaque jour ». Une semaine plus tard, c'est au tour de SpaceX de faire une annonce encore plus étonnante. L'entreprise d'Elon Musk renonce au lancement l'automne prochain de 5 Starship sans équipage à destination de Mars, afin de se concentrer sur la conception de la version lunaire du vaisseau.
Surtout, SpaceX annonce qu'elle privilégiera d'abord l'exploration lunaire et n'envisagera des vols que vers Mars qu'éventuellement. C'est là un changement radical d'objectif. Elon Musk ayant fondé SpaceX en 2002 avec un seul rêve en tête, la planète rouge. 2 jours plus tard, il se sent même le besoin de s'expliquer. Lui qui pourtant, 1 an plus tôt, considérait la Lune comme un détour et une distraction inutile, tel qu'on le relate d'ailleurs dans le balado 155, l'actualité sur le vif. Sur son réseau X, Musk s'explique en long et en large. Pour ceux qui l'ignorent, SpaceX se concentre désormais sur la construction d'une cité autonome sur la Lune, un objectif potentiellement atteignable en moins de 10 ans, contre plus de 20 ans pour Mars. La mission de SpaceX demeure inchangée, poursuit-il. Étendre la conscience et la vie telles que nous les connaissons aux étoiles. Il n'est possible de voyager vers Mars que lorsque les planètes sont alignées, écrit-il encore, soit environ tous les 26 mois, pour un voyage de 6 mois. Alors que nous pouvons lancer un vaisseau vers la Lune tous les 10 jours, pour un voyage de 2 jours seulement. Cela signifie que nous pouvons progresser beaucoup plus rapidement dans la construction d'une cité lunaire que sur une cité martienne. Ceci étant dit, SpaceX s'efforcera également de construire une cité sur Mars et commencera cette tâche dans 5 à 7 ans. Mais la priorité absolue est d'assurer l'avenir de la civilisation, la Lune étant plus accessible, de conclure le patron de SpaceX. Et le lendemain, Musk précise « Ce changement de priorité est dû à ma crainte qu'une catastrophe, naturelle ou provoquée par l'homme, n'interrompe l'arrivée des vaisseaux de ravitaillement depuis la Terre, à destination de Mars, entraînant la perte de la colonie. Par contre, nous pouvons rendre autonome une cité lunaire en moins de 10 ans, alors qu'il faudra plus de 20 ans pour Mars en raison des lancements tous les 26 mois. Notre grand objectif demeure d'assurer la survie à long terme de la conscience. » Sans qu'on nous l'indique, ces changements de cap font de toute évidence suite aux pressions exercées par la NASA pour qu'autant SpaceX que Blue Moon livrent dans les plus brefs délais leur version du HLS d'Artemis. Rappelons-nous qu'en octobre dernier, Sean Duffy, qui était l'administrateur par intérim de la NASA, avait annoncé la réouverture du contrat du HLS afin de permettre à d'autres entreprises, en l'occurrence Blue Origin, de concurrencer SpaceX. À cette occasion, Duffy avait déclaré « Nous sommes engagés dans une course contre la Chine et nous voulons, le président et moi, être de retour sur la Lune avant la fin de son mandat. » Écoutez à ce sujet le balado 173, Artemis, la nouvelle course à la Lune. C'est dire que, de toute évidence, la compétition entre les deux firmes s'intensifie, sans pour autant que l'on sache quoi que ce soit sur l'avancement de l'une ou de l'autre. Il est à noter qu'à l'époque d'Apollo, la NASA faisait régulièrement état de l'avancement des différentes composantes du projet, et en particulier des embûches auxquelles elle faisait face. Rien de tel aujourd'hui, on invoque le secret corporatif. Incidemment, on n'a aucune idée de l'aménagement intérieur du Starship lunaire, hormis quelques spéculations faites par des amateurs souvent assez bien informés. Alors qu'on connaissait tout du module lunaire d'Apollo. Ainsi va la vie au temps de la primauté du secteur privé. Oui, cependant, un rapport de l'inspecteur général de la NASA, publié le 10 mars, indique que SpaceX et Blue Origin accumulent les retards. Le développement du Starship d'Artemis 3 accuse un retard d'au moins 2 ans, écrit-on, et d'autres retards sont à prévoir. Quant à Blue Origin, elle accuse un retard d'au moins 8 mois, selon ce même rapport officiel. L'inspecteur soulève également d'autres préoccupations concernant le Starship HLS. Comme nous l'expliquons dans le balado 102, l'actualité 2022 commentée, Starship équivaut à un édifice de 20 étages, au sommet duquel réside l'équipage. Ce que confirme d'ailleurs l'inspecteur général. Cela obligera les astronautes à utiliser un ascenseur pour descendre jusque sur le sol lunaire, puis pour remonter jusqu'à leur cabine. Cela représente, au dire de l'inspecteur général, un risque majeur pour le programme HLS,
car il n'existe actuellement aucun autre moyen pour les astronautes de réintégrer leur habitacle en cas de défaillance de l'ascenseur. Nouvelle réorganisation du programme Artemis. Le 27 février, la NASA annonce l'accélération des vols Artemis. Dans un communiqué de presse, elle déclare pompeusement « Dans le cadre d'un âge d'or d'exploration et de découverte, la NASA annonce qu'elle intensifiera le rythme de ses missions Artemis afin d'atteindre l'objectif national d'envoyer à nouveau des astronautes américains sur la Lune et d'y établir une présence permanente. Cela comprend l'ajout d'une mission supplémentaire en 2027 et la réalisation d'au moins un alunissage chaque année par la suite. » L'Agence spatiale précise que la mission Artemis 3, désormais prévue pour 2027, visera à tester sur orbite terrestre le HLS afin de préparer l'atterrissage d'Artemis 4 en 2028. Cette nouvelle mission comprendra un rendez-vous et un arrimage avec l'un ou l'autre des HLS, ainsi que l'essai du scaphandre que porteront les astronautes sur la Lune. Face à une concurrence véritable et en croissance de la part de notre principal adversaire géopolitique, nous nous devons d'accélérer le rythme, d'éliminer les retards et d'atteindre nos objectifs, de déclarer Jared Isaacman, en évitant toujours de prononcer le fameux mot en C. Le problème auquel fait face l'agence spatiale vient des énormes retards qui s'accumulent dans la conception du module lunaire HLS. D'une part, on connaît l'état discutable du programme Starship. Après 11 tirs d'essai, ce système de lancement n'a pas atteint l'orbite et loin de tous ses objectifs, et il a subi même de sérieux revers. Rappelons qu'en avril 2021, les observateurs avaient été étonnés que la NASA choisisse cette solution, jugée plus complexe et plus risquée, au lieu d'un module lunaire conventionnel tel que le proposaient Blue Origin et Dynetics. On en parle dans le balado 71, Artemis le rêve du retour sur la Lune. Mais 2 ans plus tard, Blue Origin se voit octroyer un contrat pour la fourniture d'un second HLS. Et on en parle cette fois-ci dans balado 127, sur l'année du retour à la Lune. Et depuis, elle fait son possible pour combler le temps perdu. La nouvelle mission Artemis 3 s'assimilera à celle d'Apollo 9, essai du module lunaire en orbite terrestre. Cependant, dans ce cas-ci, on ignore s'il s'agira du Starship ou du Blue Moon. Ce faisant, la NASA accentue la course entre SpaceX et Blue Origin, laquelle des deux sera prête la première. Et advenant le cas très peu probable où les deux véhicules lunaires seraient prêts en même temps, l'équipage de cette mission pourrait avoir à tester les 2 HLS, ce qui en fera une mission extrêmement spectaculaire. Mais quand donc aura lieu cette mission? Elle dépend évidemment de la disponibilité de l'un ou l'autre des HLS. Artemis 3 pourrait donc avoir lieu bien au-delà de l'année prochaine. En fait, si je peux me permettre une prédiction personnelle, je ne pense pas que la mission Artemis 3 va avoir lieu l'an prochain en 2027, mais plutôt en 2028 et peut-être même en 2029. Qui vivra verra. Oui, en tout cas, ça promet une belle activité au-dessus de nos têtes. Absolument. Alors, selon ce nouveau scénario, en tout cas, le premier alunissage sera tenté lors de la mission Artemis 4, actuellement prévue pour 2028. Cette mission pourrait même être suivie par une seconde tentative la même année, un peu à l'image des missions Apollo 11 et 12, survenues en juillet et novembre 1969. Un mois plus tard, le 24 mars, la NASA annonce en grande pompe une série d'initiatives transformatrices visant à concrétiser la politique spatiale énoncée par le président Trump. Ces mesures témoignent de l'urgence de la situation, dit-elle, mais aussi des formidables perspectives qui s'offrent à nous pour faire des découvertes et des progrès scientifiques majeurs. La NASA propose ainsi une autre refonte en profondeur du programme lunaire lancé en janvier 2024 par George W. Bush. C'est ainsi qu'un an après la perte de la navette Columbia, le 1er février 2003, Bush avait ordonné à la NASA de mettre fin au vol de navettes pour se consacrer au retour d'astronautes sur la Lune d'ici 2020. Le président proposait alors sa Vision for Space Exploration, rebaptisée par la suite Constellation.
Cependant, constatant 6 ans plus tard que ce projet n'avait guère progressé, Barack Obama le réaménage en visant cette fois bien au-delà de la Lune. Des astronautes exploreront l'espace lointain en commençant par visiter un astéroïde à bord d'une capsule Orion lancée par une fusée SLS. Puis, lors de son premier mandat, Donald Trump redirige le programme vers la Lune et Mars, en le rebaptisant Artemis. Un premier alunissage devait avoir lieu en 2024, ordonne-t-il. Durant sa présidence, Joe Biden laisse filer le programme, mais Artemis connaît de nouveaux retards, notamment à cause de la pandémie de Covid-19, de restrictions budgétaires et aussi d'un certain nombre de tergiversations. Enfin, de retour à la présidence, Trump relance la course avec la Chine. Il faut absolument devancer les Chinois avant que ceux-ci ne foulent le sol lunaire d'ici 2030. Les Américains désirent à tout prix s'installer sur la Lune avant eux afin d'asseoir leur suprématie. Et c'est pourquoi le 24 mars, la NASA organise une grandiose journée d'activités qu'elle intitule Allumage. Pour l'occasion, elle réunit le gratin du milieu, c'est-à-dire des représentants des diverses agences spatiales, les patrons des grandes entreprises, des politiciens et autres décideurs, etc. La direction de la NASA présente une refonte majeure de ses plans d'exploration de sciences et de technologie. Elle publie également un très long communiqué de presse, un communiqué de 1900 mots, c'est-à-dire un texte qui fait 4 à 5 fois la longueur habituelle des communiqués de presse de la NASA. Jared Isaacman déclare à cette occasion « La NASA est déterminée à réaliser une fois de plus un exploit quasi impossible, retourner sur la Lune avant la fin du mandat du président Trump, puis construire une base lunaire, y établir une présence permanente et accomplir tout ce qui est nécessaire pour garantir le leadership américain dans l'espace. » À cette fin, l'agence spatiale prévoit procéder à l'installation d'une base lunaire en 3 étapes. La première, qui couvre les années 2026 à 2028, prévoit explorer la Lune le plus fréquemment possible à l'aide d'une vingtaine de sondes développées par le privé. La NASA étant alors un passager à bord de celle-ci, aux côtés d'autres agences spatiales, de centres de recherche, d'entreprises privées, etc. La deuxième étape, qui doit se dérouler entre 2029 et 2031, a pour but d'installer les fondations d'une base lunaire qui serait visitée occasionnellement par des astronautes et opérée entre-temps à distance. Enfin, en 2032, verrait l'installation de façon permanente d'astronautes sur la Lune. Ceux-ci se relayant régulièrement à la manière des équipages de la Station spatiale internationale. La NASA prévoit consacrer 10 milliards de dollars à chacune de ces 3 étapes. Et du coup, elle abandonne son projet de mini-station orbitale Gateway qui devait faciliter les missions d'exploration de la Lune. Cette Gateway, ou passerelle en français, aurait été placée sur une orbite entre la Terre et la Lune, d'où elle jouerait justement le rôle de passerelle entre les capsules Orion venues de la Terre et les HLS qui achemineront les équipages sur le sol lunaire. Les astronautes auraient donc transité d'un vaisseau à l'autre. Gateway devait également servir de port d'attache aux HLS pour les ravitailler en carburant et pour leur entretien général. Désormais, les astronautes d'Orion rejoindront les HLS directement, sans escale intermédiaire. Mais de quelle façon ces HLS seront-ils alors ravitaillés ? Mystère pour l'instant. En outre, on voit arriver un autre petit souci. La puissance des moteurs fusées des Orion est insuffisante pour que ces vaisseaux puissent se placer en orbite lunaire et par la suite pour revenir sur Terre. Pour l'heure, la NASA n'apporte aucune réponse à ces carences, se contentant de demander à ses partenaires industriels de contribuer à la recherche de solutions viables. Questionné à ce sujet, Jared Isaacman s'est contenté de répondre « Malgré des difficultés bien évidentes liées au matériel et aux échéanciers, nous pouvons réaffecter des équipements et mobiliser nos partenaires internationaux pour soutenir les objectifs de notre programme. »
Une vision complètement folle. Dans son long communiqué du 24 mars, la NASA glisse une phrase qui passe inaperçue mais qui laisse songeur. Au-delà d'Artemis 5, la NASA commencera à inclure davantage de matériel commercial et réutilisable pour effectuer des missions lunaires plus fréquentes et moins dispendieuses. En fait, rapporte le New York Times, elle lancera éventuellement un appel d'offres auprès d'entreprises pour le remplacement de ses fusées SLS et des capsules Orion. La NASA souhaite même retenir les services de 2 fournisseurs. C'est ce que confirme William Harwood, reporter chevronné de CBS News, en citant les propos de Jared Isaacman. Nous avons l'intention de collaborer avec au moins 2 fournisseurs de services de lancement afin de réaliser des alunissages tous les 6 mois, avec des possibilités additionnelles de missions par la suite. Et Harwood poursuit en précisant « Le programme Artemis révisé prévoit une transition du lanceur SLS vers des lanceurs commerciaux compétitifs, tels que ceux développés par SpaceX, Blue Origin et autres. » Jeff Faust, autre reporter chevronné, commente « La journée Ignition a été l'occasion de nombreuses annonces qui, si elles avaient été faites séparément, auraient fait la une des journaux. Ainsi, Lori Glaze, administratrice par intérim pour les programmes d'exploration de la NASA, a laissé entendre que des changements pourraient être apportés après Artemis 5, notamment le remplacement des SLS par des lanceurs commerciaux. » Étonnant qu'une telle annonce soit aussi sibylline, puisque cela, c'est un changement drastique dans la suite du programme Artemis. Tel que relaté si haut, la mission Artemis 5 est prévue pour fin 2028, ce qui signifierait que le tout nouveau lanceur et la toute nouvelle capsule devraient assurer la relève dès dans 3 ans. Or, lorsqu'on songe que la NASA planche depuis une vingtaine d'années sur sa fusée lunaire, que SpaceX en fait autant sur Starship depuis une bonne dizaine d'années, de même que Blue Origin sur sa fusée New Glenn, comment peut-on oser imaginer un instant qu'une entreprise puisse prendre la relève des SLS et des Orion d'ici 3 ans? Mais on pourrait penser que d'ici là, SpaceX aura mis au point son vaisseau Starship et qu'elle pourrait donc être en mesure de succéder aux SLS et aux Orion. Mais c'est là une possibilité qui soulève son lot d'inquiétudes. Et oui, rappelons d'abord que lorsqu'un Starship se place sur orbite terrestre, il vide quasi complètement ses réservoirs de carburant. Il doit donc être ravitaillé par une douzaine d'autres Starships, le nombre exact étant encore incertain toutefois. C'est ainsi que le scénario actuel d'une mission lunaire Artemis exige donc le lancement de plus d'une douzaine de fusées, le Starship HLS ravitaillé par une douzaine de Starship Citernes, puis une fusée SLS transportant l'équipage à bord d'une capsule Orion. C'est-à-dire qu'à partir d'Artemis 6, il faudrait 2 douzaines de Starship pour réaliser une seule mission lunaire? C'est la question qu'on peut vraiment se poser. On peut aussi rappeler qu'à l'époque d'Apollo, une Saturne V emportait avec elle tout le matériel nécessaire. On est vraiment dans un autre monde. D'autre part, hormis Orion, aucune capsule spatiale n'est en mesure d'effectuer le voyage Terre-Lune et surtout de revenir sur Terre. Mais, pourrait-on se dire, ne pourrait-on pas adapter les capsules Crew Dragon qui font actuellement la navette Terre-Station Orbitale pour en faire des capsules capables de revenir de la Lune? La réponse à cette question, c'est non. C'est non car ces capsules sont conçues pour revenir sur Terre à la vitesse de 28 000 km/h. Or, revenir de la Lune impose une vitesse de retour dans l'atmosphère terrestre de 40 000 km/h, ce qui est un tout autre défi. Autant dire que si la NASA abandonne ses Orion, il faudra développer une toute nouvelle capsule, ce qui pourrait prendre une décennie ou plus. Incidemment, l'inspecteur général de la NASA rapportait dans un autre rapport récemment que le temps moyen pour développer des vaisseaux tels que les capsules Crew Dragon, les Orion ou encore la fusée SLS, donc le temps moyen s'élève en moyenne à 8,7 ans.
Ça, c'est entre l'attribution du contrat et le premier vol d'essai, auquel il faut d'abord ajouter le temps de prendre la décision, de planifier le projet, d'obtenir les fonds nécessaires et de passer le contrat. Du reste, confier à SpaceX l'avenir du programme Artemis, c'est remettre à Musk un autre pan entier du spatial, lui qui en possède déjà trop. Et pour couronner le tout, le 3 avril, en plein déroulement de la mission Artemis 2, la Maison-Blanche annonce son intention de réduire à nouveau les budgets de la NASA de 25%. Comme l'année dernière, elle vise à faire passer ce budget de 25 à 18 milliards, ce à quoi s'oppose encore une fois le Congrès. On sait aussi que l'an dernier, l'agence spatiale a vu ses effectifs réduits de près d'1/5. Sous les pressions d'Elon Musk et de son Doge, elle a été forcée de congédier des milliers de jeunes ingénieurs et scientifiques, ainsi que du personnel expérimenté. Il est à présent ironique de lire à la fin du communiqué du 24 mars que aucun de ces projets ne peut aboutir sans le personnel de la NASA. Comme annoncé précédemment, l'agence rebâtit ses compétences fondamentales, transforme des milliers de postes de contractuels en postes de la fonction publique et rétablit les atouts techniques d'ingénierie et opérationnels. On nous annonce aussi que la NASA multiplie les opportunités de stage et de formation pour les jeunes professionnels et crée de nouvelles voies d'accès pour les talents expérimentés du secteur privé. Question. Retourneriez-vous auprès d'un employeur qui a été forcé de vous congédier l'an passé à la suite de compressions budgétaires et qui fait face cette année encore aux mêmes compressions? Ou, si vous êtes de l'extérieur de la NASA, auriez-vous le goût d'y faire carrière dans les circonstances actuelles? Pour ma part, probablement pas. Mais William Harwood rapporte pourtant que Jared Isaacman affirme que son organisation sera en mesure de financer tous ses projets avec le budget actuel. Beaucoup de gens nous demandent comment nous allons pouvoir faire tout cela avec les ressources dont nous disposons, indique le patron de la NASA. Je leur réponds toujours que la NASA n'a pas forcément de problème de budget. Nous disposons de ressources suffisantes, estime-t-il, mais nous ne les allouons peut-être pas toujours de manière optimale. Artemis 2, les aléas d'une mission spatiale. Entre-temps, début avril, nous avons vécu la belle aventure des astronautes de la mission Artemis 2, les premiers à s'élancer au-delà de l'orbite terrestre en plus de 50 ans. Comme on devait s'y attendre, leur départ n'a pas été chose facile, Claude. Effectivement. D'ailleurs, nous allons retracer les péripéties qui nous ont conduits jusqu'à cette mission, ce qui nous permettra d'illustrer 3 aspects du métier d'astronaute, à savoir les contretemps dans les préparatifs d'une mission spatiale, la patience extrême dont doit faire preuve tout astronaute, et le bel adage qui veut que, pour tous les astronautes, il n'y a que 2 certitudes dans leur carrière. La date de leur lancement, une fois qu'ils sont parvenus dans l'espace, et la date de leur retour sur Terre, une fois qu'ils ont atterri. C'est ainsi qu'il y a 3 ans, le 3 avril 2023, la NASA désigne les 4 membres de l'équipage qui passeront à l'histoire. Reid Wiseman, le commandant de la mission, Victor Glover, le pilote, Christina Koch et Jeremy Hansen, les ingénieurs de bord. Hansen est un astronaute canadien recruté en 2009, en même temps que David Saint-Jacques et Thomas Pesquet, et qui attend depuis 14 ans son premier vol dans l'espace. Ses coéquipiers américains ont séjourné à bord de l'USS. Wiseman et Glover durant 6 mois et Koch durant 1 année entière. Comme le souligne la NASA, cet équipage comprend la première femme, la première personne de couleur et le premier Canadien à participer à une mission lunaire. Ces 4 astronautes représentent ce que l'humanité a de meilleur pour explorer la Lune au nom de tous, indique-t-elle. Cette mission transportera bien plus que des astronautes, déclare Bill Nelson, administrateur de la NASA, puisque Artemis 2 emportera les espoirs de millions de personnes à travers le monde. À ce moment-là, le lancement d'Artemis 2 est prévu pour novembre 2024. L'équipage dispose donc d'1 année et demie pour se préparer à une mission de 10 jours qui les amènera à contourner la Lune.
Toutefois, en janvier 2024, la NASA reporte les 2 prochaines missions Artemis de près d'1 an afin de résoudre un certain nombre de problèmes techniques susceptibles de compromettre la sécurité des astronautes. C'est ainsi qu'Artemis 2 est repoussé à septembre 2025, tandis qu'Artemis 3, le premier alunissage, est reporté de fin 2025 à septembre 2026. En mai, Bill Nelson soutient que le lancement d'Artemis 2 reste prévu pour septembre 2025, une date réaliste, juge-t-il, tout en spécifiant que nous ne volerons pas tant que le vaisseau ne sera pas prêt. Mais 6 mois plus tard, la mission est reportée à nouveau à avril 2026. Patience donc. Absolument. Et toutefois, en septembre 2025, survient un coup de théâtre assez inhabituel dans le spatial. Les préparatifs de la mission vont si bien que la NASA songe à devancer Artemis 2 de 2 mois, donc dès février 2026. À cette occasion, Jeremy Hansen déclare « La collaboration doit être l'objectif ultime si nous voulons que 8 milliards de personnes aient un avenir prometteur sur cette planète. Il suffit que l'humanité s'arrête un instant pour se dire « Oh wow, regardez tout ce que nous pouvons faire lorsque nous travaillons ensemble. » Fixons-nous donc des objectifs pour faire en sorte de mieux vivre sur cette planète et ça, dès maintenant, de proposer l'astronaute canadien. Toutefois, de commenter le New York Times, ses propos, de même que ceux de ses coéquipiers, sonnent parfois en décalage par rapport à la polarisation actuelle du pays et du monde. Lors d'une conférence de presse le 24 septembre 2025, les astronautes baptisent leur capsule Orion Integrity. Ce nom, disent-ils, symbolise les valeurs fondamentales de confiance, de respect, de franchise et d'humilité qui unissent l'équipage et les nombreux ingénieurs, techniciens, scientifiques, planificateurs et visionnaires indispensables au succès de la mission. Les cyniques trouveront ironique ce choix de nom, intégrité, alors que les États-Unis sont présidés par Donald Trump. Nous voici donc au début de janvier 2026, alors que la NASA s'apprête à lancer Artemis 2 dès le 6 février. Le 17 janvier, la fusée SLS, chapeautée par la capsule Integrity, est sortie du bâtiment d'assemblage, le VAB, pour être conduite vers son pas de tir 39B. L'opération est majestueuse. De la taille d'un édifice de 30 étages, la fusée est tractée à pas de tortue, puisqu'il lui faut 12 heures pour parcourir les 6 km séparant les 2 installations. Mais avant de procéder au tir, il faut d'abord franchir un test aussi crucial que délicat. Le remplissage des réservoirs de la fusée durant un compte à rebours simulé qui s'arrêtera 29 secondes avant l'allumage des moteurs de la fusée. Or, à l'occasion du premier tir de la SLS en 2022, cette opération avait révélé de nombreux problèmes techniques, dont des fuites de carburant en plusieurs endroits de la fusée et des conduites au sol. En fin de compte, il aurait fallu 2 mois pour compléter avec succès ce test. On en parle d'ailleurs dans le balado 102, l'actualité 2022 commentée. Même si la NASA affirme que cette fois, tout est en parfait ordre, il serait étonnant que ce test soit réussi du premier coup. De leur côté, les 4 astronautes entament les derniers préparatifs d'avant-lancement en entrant dans une période de quarantaine de 2 semaines. Ceci afin d'éviter qu'ils ne contractent une infection susceptible de retarder leur départ ou d'entraver le déroulement de leur mission. On veut ainsi éviter ce qui s'était produit à l'occasion de la mission Apollo 9, comme nous le racontons dans le balado 152, La conquête de l'espace 1968-69, le triomphe d'Apollo. Le 2 février, soit 4 jours seulement avant la date prévue du lancement, la NASA procède au remplissage des réservoirs de la SLS. Elle découvre alors une fuite d'hydrogène à l'intérieur de la fusée. Les équipes au sol poursuivent néanmoins les opérations jusqu'à 5 minutes avant le décollage simulé, ce qui leur permet de faire ressortir quelques autres ennuis techniques. En conséquence, la NASA reporte le tir d'1 mois afin de permettre aux équipes d'analyser les données et de procéder à une 2e répétition générale, indique-t-on. L'équipage d'Artemis 2 met fin à sa quarantaine et reprend sa vie normale. Patience encore.
Mais voilà que 2 semaines plus tard, le 19 février, la NASA complète avec succès une deuxième répétition générale sans rencontrer la moindre fuite. Les équipes au sol n'ont rencontré que quelques petits ennuis techniques, notamment des difficultés de communication avec le centre de contrôle. Mais rien de bien grave, de sorte que tout paraît en ordre pour une tentative de lancement cédulée le 6 mars. En conséquence, l'équipage entame une deuxième quarantaine. Mais à peine 24 heures plus tard, la NASA annonce qu'un problème dans l'étage supérieur de la SLS force le report du lancement. Pour y remédier, la fusée doit même être rapatriée dans le bâtiment d'assemblage VAB. Le lancement est donc reporté à avril. Un mois plus tard, le 21 mars, la fusée est de retour sur son pas de tir, en prévision d'un lancement fixé au 1er avril, alors que l'équipage entame pour la 3e fois une quarantaine. La NASA ne prévoit pas de procéder à une autre répétition générale. Tout le monde croise alors les doigts. Pour rappel, en 2023, la NASA avait dû procéder à 5 tentatives de lancement réparties sur 3 mois avant que ne s'envole finalement Artemis 1. Écoutez notre balado 102. Enfin, le 30 mars, le compte à rebours de 49 heures et 40 minutes en vue du lancement débute sans problème. Ce jour-là, l'équipage dispose d'une fenêtre de lancement de 2 heures qui s'ouvre à 16h44, heure de Cape Canaveral. Tout indique que nous sommes dans d'excellentes conditions, constate Charlie Blackwell Thompson, directrice des opérations de lancement. Les prévisions météo annoncent 80% de chances de conditions favorables. L'étape cruciale du compte à rebours survient au matin du 1er avril, ce n'est pas une blague, 10 heures avant le décollage, alors qu'on procède au remplissage des réservoirs de la fusée. Je sais que certains s'inquiètent de cette étape du remplissage, avoue le responsable de l'opération. Or, comme on le sait maintenant, la fusée s'est envolée du premier coup, ce qui a surpris plus d'un, dont moi en particulier, pour entreprendre une mission qui fera date et que nous raconterons dans le prochain balado. Entre-temps, j'aimerais vous annoncer que nous préparons un balado sur l'éclipse qui surviendra en Espagne le 12 août prochain. À ce sujet, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je serais très intéressé d'en entendre parler. Écrivez-nous donc à baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. Et en passant, je me permets d'insister sur un petit détail concernant l'éclipse. Il y a une énorme différence, et j'insiste sur le mot énorme, entre une éclipse de soleil à 95, 98 ou à 99% et une éclipse totale à 100%. C'est réellement, et là je ne fais pas un jeu de mots, c'est réellement le jour et la nuit, vraiment. En fait, lorsqu'on assiste à une éclipse totale, quelques minutes avant, on a droit à une éclipse à 80, on a droit au fait que la Lune éclipse le Soleil à 95%, à 98 ou à 99%. Mais lorsque survient l'éclipse totale à 100%, c'est tout à fait autre chose. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Je vous dis tout ça parce que je me dis que si vous qui êtes en France, si vous avez les possibilités de vous rendre en Espagne, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le voyage. Parce que je sais qu'en France, vous allez pouvoir voir, dépendamment où vous êtes placé, l'éclipse à 95%, peut-être même à 99%, mais c'est vraiment autre chose, moi qui ai eu la chance de l'obtenir. D'ailleurs, je vous dirais même, si on m'offrait la chance d'assister à un lancement de fusée ou à une éclipse solaire, j'hésiterais pas, j'irais vers l'éclipse solaire. C'est vraiment un spectacle absolument extraordinaire. En terminant, je me permets de faire une publicité. Vraiment une publicité, mais pour laquelle je ne suis pas payé, là. C'est vraiment par intérêt. C'est que j'ai appris que depuis quelque temps, à Paris, vous pouvez voir une expérience immersive qui s'appelle l'Horizon de Khéops. C'est une expérience où on porte un casque sur la tête et dans laquelle on a vraiment l'impression d'y être. C'est une expérience absolument fabuleuse. J'ai eu l'occasion de la voir 2 fois à Montréal. C'est-à-dire que vous allez pénétrer dans la pyramide. Vous allez monter jusqu'au sommet. Vous allez voir la pyramide comme il serait impossible de la voir si on allait en Égypte. C'est vraiment absolument formidable. Ce qui fait que si vous avez la chance, si vous n'êtes pas trop loin de Paris, ou même si vous passez par Paris,
allez voir l'Horizon Kéops. C'est vraiment une expérience formidable que je vous recommande fortement. Sur ce, voilà qui conclut le balado. Je vous dirais que dès que j'ai fini mon enregistrement, je vais poursuivre la rédaction du prochain balado, qui est le récit de la mission Artemis 2. C'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à rédiger, à revisiter la mission en parlant de différents aspects dont vous avez peut-être peu ou pas entendu parler. On va refaire le voyage ensemble, on va revivre l'aventure des astronautes et je pense que ça va donner un autre balado formidable. Sur ce, salutations et on se retrouve dans à peu près 2 semaines. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent, notamment sur Patreon, grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent ces balados. Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si vous êtes tenté, direction le site patreon.com, voyage dans l'espace, et vous pouvez nous laisser la somme que vous désirez. Et à partir de 5$, comme je le disais, vous avez des avantages exclusifs. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier et Cédric Caillot, avec Claude Lafleur au contenu, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.